Nous passons un tiers de notre vie à dormir, et on ne sait toujours pas pourquoi on dort. On connaît certaines fonctions du sommeil, mais ça reste un mystère. Depuis toujours, les journées de tous les êtres vivants sont rythmées par le besoin de sommeil. Le sommeil est un élément essentiel à la vie. Si vous ne dormez pas, si un animal ne dort pas, il meurt. Pour nous, humains, conséquence de la vie moderne, bien dormir n'est malheureusement plus qu'un lointain souvenir. L'exposition à la lumière, même à des niveaux faibles, l'équivalent d'une ou deux bougies à 1 mètre de soi, ces luminosités très faibles vont être très défavorables à notre sommeil. Le soir, il faut savoir lâcher prise et surtout ne jamais utiliser d'écran après 20 heures. C'est l'une des raisons qui a contribué à cette épidémie de carence de sommeil dans notre société. Aujourd'hui, le manque de sommeil touche toutes les générations. L'insomnie, c'est très fréquent. On estime que presque 10% des adultes partout dans le monde sont vraiment des insomniaques sévères. Si je ne prends pas quelque chose pour m'endormir, je ne dors pas. Je fais carrément des nuits blanches. En 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil par nuit. Face à l'urgence, la recherche mondiale se mobilise. Il n'y a pas un seul système qui ne soit affecté par le manque de sommeil. Le cerveau est tellement stressé lors de l'éveil qu'il ne peut pas faire son propre ménage. Alors comment retrouver ce sommeil que l'on a tant négligé ces dernières années? Tous les moyens sont bons, du plus naturel au plus high-tech. Je n'affronte plus la nuit avec la peur de ne pas dormir. C'est fini. Envolé. En 2 générations, nous avons perdu environ 1h30 de sommeil par nuit. Aujourd'hui, en France, une nuit de sommeil dure en moyenne 6h48. Pire, un tiers des 18-35 ans dort moins de 6 heures par nuit. Imaginez les dégâts de ce halo bleuté omniprésent dans les chambres quand vient l'heure de dormir, et à quel point il désynchronise la vie quotidienne. Les adolescents s'endorment de plus en plus tard dans le monde entier. La moitié d'entre eux est en lourde dette de sommeil. Aujourd'hui, l'exposition à la lumière par habitant est environ 10 fois plus élevée qu'il y a 50 ans. L'éclairage est omniprésent. Nous avions une lampe dans le salon. L'électricité était si chère. Je me souviens de mon père. « Éteins la lumière, c'est toi qui payes ?» Aujourd'hui, le coût de la lumière a tellement baissé qu'elle reste allumée en permanence. Les plafonds sont couverts de spots lumineux. Et quand on éclaire, on baigne bien souvent dans une lumière enrichie en bleu et on n'est pas fatigué. Dès les années 70, un explorateur français a l'intuition de l'importance de la lumière sur les cycles biologiques des êtres vivants. Depuis donc près de 4 mois maintenant, Michel Siffre est dans ce trou quelque part sous terre et il n'est relié à la surface que par une série de câbles. J'ai fait des expériences de confinement souterrain que j'ai appelées hors du temps parce que j'ai placé l'homme dans des conditions où, pour la première fois, il était en dehors de tout repère temporel. J'ai fait ces expériences pour trouver le temps intérieur de l'homme, le temps biologique de l'homme. Je crois que le rythme clé de la vie est véritablement le rythme veille-sommeil. Au bout de 2 mois seulement, Michel Siffre se croyait 3 semaines plus tôt. Cette expérience révéla le rôle déterminant de la lumière pour synchroniser notre cerveau sur nos activités quotidiennes. Nous avons en commun, avec de nombreuses espèces d'animaux, de plantes et d'insectes,
le cycle jour-nuit, qui est le principal agent de synchronisation de notre horloge biologique interne. Le professeur Charles Czeisler est le père de la chronobiologie moderne. Cette science des rythmes biologiques l'a amené à comparer les effets des lumières naturelles et artificielles. Depuis la nuit des temps, la plupart des espèces vivantes est bombardée par cette lumière blanche que nous envoie notre Soleil. La lumière blanche est un condensé d'une palette de couleurs qui s'étend du rouge au violet avec une majorité de bleu. Les LED ne pouvaient émettre de lumière blanche car personne n'avait réussi à créer une LED bleue. Alors quand les scientifiques ont découvert la LED bleue, cela a déclenché une vraie révolution. Jusqu'alors, nous utilisions des lampes à incandescence aux filaments brûlants. On les a remplacées par des LED plus écologiques. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Depuis l'avènement de la LED bleue, chaque ampoule dans nos maisons émet la lumière blanche d'un petit soleil. Tous nos écrans utilisent cette technologie et nous inondent de lumière bleue sans qu'on s'en rende compte. Désormais, la lumière électrique à laquelle nous sommes exposés réinitialise notre horloge interne. C'est une lumière survitaminée. Elle possède un énorme pic dans la partie bleue du spectre lumineux. Le cerveau se dit « Mon Dieu, on est en plein milieu de la journée ». Notre horloge biologique principale se trouve dans le cerveau, derrière le nerf optique. Elle est synchronisée par la lumière du soleil et contrôle l'ensemble de nos rythmes. Cette horloge est calée sur la journée de 24 heures, le temps de rotation de la Terre. Si on s'expose à toute heure du jour ou de la nuit à une lumière qui n'est pas celle du soleil, mais que le cerveau interprète comme telle, que se passe-t-il? Comme nous avons réduit la force de l'effet synchroniseur de la lumière naturelle, tout en augmentant l'effet perturbateur de la lumière électrique, cela nous a complètement dispersés. On ne se pose plus la question, on allume la lumière le soir, quand le soleil se couche, sans penser que cela dérègle notre rythme circadien en le repoussant vers une heure plus tardive. Comparé à il y a 200 ans, nous avons déplacé notre horloge interne de 3 à 5 fuseaux horaires en moyenne vers l'ouest. Nous avons étudié des personnes qui vivent ici, à Boston, dans la même ville, et leurs horloges internes ont 12 heures d'écart. C'est une découverte absolument stupéfiante. C'est comme si l'horloge interne de l'un était basée sur le fuseau horaire d'Hawaï et que l'horloge de l'autre était réglée sur celui de Paris, alors que ces deux personnes vivent à Boston. Et on se demande pourquoi on a tant de mal à s'endormir le soir. C'est précisément ce que cherche à comprendre le professeur Claude Gronfier. Pour cela, il reproduit en laboratoire des expériences de confinement en lien avec les rythmes de sensibilité à la lumière. On a compris dans les années 70 qu'il existait une horloge biologique qui gouverne notre physiologie, notre sommeil, principalement la position de notre sommeil dans les 24 heures. On a compris depuis que cette horloge, elle gouverne un ensemble de régulations physiologiques, partout dans l'organisme, dans le foie, dans le cœur, dans le cerveau. L'horloge centrale dans le cerveau, c'est la seule horloge qui reçoit l'information lumineuse, c'est-à-dire est-ce qu'il est le jour ou la nuit. L'expérience qu'on mène là, elle cherche à répondre à cette question-là, c'est-à-dire lorsqu'on a des intensités lumineuses équivalentes à celles qu'on pourrait avoir dans cette pièce, environ 150 à 200 lux, qui sont les intensités lumineuses qu'on a dans sa cuisine, par exemple, le soir après le coucher du soleil, eh bien, combien de temps il faut à cette lumière pour activer le cerveau? Pour répondre à cette question, le professeur Gronfier étudie l'influence de la lumière sur des sujets placés 3 jours en isolement total, sans repère temporel, et privés de sommeil pendant 34 heures. Je vous laisse vous installer. Ouais, vous voyez, ça c'est votre chambre. D'accord.
Et j'imagine qu'Inès vous a dit qu'il faudra retirer la montre, donc vous n'avez pas de montre? Bah non, du coup, non, j'ai plus rien, j'ai mon téléphone que je vais éteindre. D'accord. Loïc, on va fermer votre porte et c'est le démarrage du protocole, cette porte-là. D'accord. Donc on la réouvrira jeudi. Ok. Allez. Merci. Juste pour te montrer un petit peu ce qu'on voit. Donc l'objectif, c'est de calculer la taille de la pupille en même temps que tu es exposé à la lumière. Et tu cliques au moment où la lumière commence à être gênante. L'objectif de ces différents types de lumière, c'est d'activer différents types de photorécepteurs. Et donc ces mêmes lumières vont être répétées chez les participants toutes les 2 heures. Et ça va nous permettre de dire, est-ce qu'il y a certains moments de la journée où on est plus sensible à la lumière que d'autres? Nos résultats montrent que ça prend entre 2 et 5 minutes à la lumière pour activer le cerveau, pour constricter la pupille, c'est très rapide, pour augmenter la fréquence cardiaque, c'est très rapide. En 2 minutes, on augmente la fréquence cardiaque. On augmente la température corporelle. Donc on voit bien que la lumière active énormément de choses dans l'organisme. La mélatonine, l'hormone qui induit le sommeil, produite naturellement par le cerveau, est particulièrement sensible à la lumière. On a pu montrer qu'avec des niveaux de lumière qui sont très faibles, par exemple entre 1 et 2 lux, c'est-à-dire l'équivalent d'1 ou 2 bougies à 1 mètre de soi, on supprime déjà 10% de la sécrétion de notre mélatonine. Donc on est passé d'un stade où on pensait qu'il fallait des niveaux très élevés à une compréhension d'effets qui s'observent à des niveaux très bas, qui sont ceux auxquels on est exposé, par exemple, le soir, dans son lit, avec son téléphone portable, ou sa tablette, ou avec son ordinateur. Un téléphone portable, c'est à peu près 20 lux. Une tablette, c'est à peu près 30 lux. Et donc on se pose souvent la question, est-ce que nos sociétés modernes sont favorables au sommeil? La réponse là, c'est vraisemblablement pas, parce que la lumière va finalement avoir cette capacité à inhiber la somnolence qui doit normalement s'installer avant le sommeil. C'est toute la société qui est impactée par la lumière incessante. Jour et nuit, une fourmilière de gens répond à la demande croissante. 25 millions de travailleurs décalés rien qu'aux États-Unis, avec des conséquences dramatiques. Les travailleurs décalés, qui passent continuellement d'un poste de jour à un poste de nuit, ou encore les équipages de compagnies aériennes qui traversent les fuseaux horaires de façon très régulière, ont un risque accru de développer un cancer. Les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit présentent un risque 3 fois plus élevé de calcification coronaire. Nous avons constaté que les internes, qui restent en poste très tard, commettent beaucoup plus d'erreurs médicales graves. Ils se blessent plus souvent avec des aiguilles ou des scalpels. Il y a aussi plus de risques qu'un médecin confirmé commette une erreur au cours d'une opération chirurgicale sur un patient. Le risque qu'il soit impliqué dans un accident de la route en rentrant du travail augmente de 170%. Le manque de sommeil et les horaires de travail à rallonge entraînent de nombreux dommages collatéraux. Même si beaucoup n'ont pas d'autre choix que cette vie décalée, il est possible d'agir sur notre sommeil chaque jour grâce à une bonne hygiène de vie. L'alimentation joue un rôle essentiel pour recaler le rythme veille-sommeil et resynchroniser nos nuits. Le professeur Eve Van Cotter, endocrinologue, spécialiste du métabolisme, mène une grande étude sur les liens entre mauvais sommeil et obésité. L'analyse de données hormonales sur le cycle de 24 heures nous permet de constater que certains événements ont un impact majeur. Et celui qui a le plus d'impact, c'est le sommeil. Nous sommes les seuls mammifères qui nous privons volontairement de sommeil. C'est un comportement totalement anormal et artificiel. Nous avons essayé de comprendre si ce comportement pouvait avoir un lien avec l'épidémie d'obésité, qui touche l'ensemble des pays industrialisés sur tous les continents.
Il existe 2 hormones de régulation de l'appétit. L'une contrôle la satiété, la leptine, et l'autre la sensation de faim, la gréline. On a été surpris de découvrir que la quantité de ces 2 molécules dans le sang permettait de prédire le surplus d'appétit d'un individu en raison du manque de sommeil. Des études précédentes ont démontré que le manque de sommeil entraîne une augmentation de la consommation d'aliments riches en glucides et en lipides. Donc je me pose la question, quels sont les facteurs impliqués dans cette augmentation d'envie d'aliments très riches? Quand on manque de sommeil, tout va de travers. La leptine se dérègle, la gréline se dérègle, de même pour les endocannabinoïdes. Il n'y a pas un seul système qui ne soit affecté par le manque de sommeil. Notre étude a cherché à comprendre comment l'alimentation peut contribuer à synchroniser ou à perturber la synchronisation de nombreux organes périphériques qui sont très sensibles à notre apport alimentaire, à partir de l'horloge circadienne centrale. Claudia est en léger surpoids. Elle a accepté de participer à cette étude 1 semaine à la maison, puis 1 semaine à l'hôpital. Le but, mieux rythmer ses repas pour permettre au cerveau de se reposer la nuit et parvenir à un meilleur sommeil. En mangeant trop souvent, le corps reste en éveil, ce qui perturbe la phase essentielle de jeûne nocturne. On va vous faire dormir au laboratoire aux mêmes heures que chez vous. Vous allez devoir porter cette montre en permanence. Vous devrez appuyer sur ce bouton au réveil et quand vous vous coucherez, ce capteur va mesurer votre glycémie en continu. Prête? 1, 2, 3. Et voilà, c'est fait. Chaque soir, nous allons scanner le capteur pour voir ce que vous avez mangé, à quel moment de la journée et à quel niveau était votre taux de glucose. Ok, super. Obscurité, sommeil, jeûne. Ces 3 éléments doivent fonctionner en harmonie pour que notre horloge biologique puisse maîtriser l'organisation temporelle dans l'ensemble des organes. L'horloge du cerveau est synchronisée par le cycle jour-nuit. Mais l'horloge du foie ne voit jamais la lumière du jour. Ce qui synchronise l'horloge dans le foie, le pancréas, les muscles, etc., c'est l'apport calorique. Je suis là pour collecter les données de votre capteur de glycémie. Super. Vous voulez voir? Oui, bien sûr. Regardez, vous pouvez voir votre petit déjeuner vers 6 heures, un petit pic au moment du déjeuner à 13 heures. Ah, intéressant. Nous regarderons à nouveau les résultats dans quelques temps. Merci. L'expérience est menée sur plusieurs sujets, placés dans des conditions différentes. À peine Claudia installée dans sa chambre d'hôpital, Eve Van Cotter et Erin Hanlon analysent les résultats d'un des premiers volontaires de leur étude, arrivé 1 semaine plus tôt. Voici le premier sujet de nos tests. On lui a imposé un jeûne prolongé la nuit et de prendre son repas le plus riche le soir, assez tard dans la soirée, vers 20 h. Pour un Américain, c'est tard. Et voici le résultat quotidien sur 5 jours. Impossible de voir s'il a jeûné la nuit. Son taux de glucose fait le yo-yo au cours des 24 heures. Et on peut voir qu'il montre les signes d'un prédiabète. La courbe du dessous représente notre intervention. On peut voir qu'on a modifié son taux de glucose. On voit maintenant clairement le jeûne de nuit, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, je suis très contente. Résultat, le patient a nettement amélioré la qualité de son sommeil.
Le cerveau engloutit une énorme quantité de glucose. C'est son principal carburant. Il consomme davantage de glucose que n'importe quel autre organe. Dès qu'on s'endort, le cerveau n'en utilise plus autant, et donc le métabolisme ralentit de façon drastique. Si l'on mange très tard dans la journée, au lieu de constater une baisse de la glycémie en 3 heures, il faut compter près de 5 à 6 heures. Ainsi, pendant une grande partie de la nuit, le taux de glucose reste élevé. Cela signale au cerveau qu'on est éveillé. Dormir avec une glycémie élevée détériore donc la qualité du sommeil. Cette étude a mis en lumière un terrible cercle vicieux. Plus on mange en permanence, moins on dort. Moins on dort, plus on a faim. Comment le cerveau peut-il se reposer si une alimentation trop riche et trop fréquente lui fait croire qu'il est en état d'éveil permanent? Notre corps n'arrive manifestement pas à s'adapter aux comportements liés à la vie moderne. Trop de changements en un siècle qui impactent directement notre sommeil. De même, notre organisme a bien du mal à s'adapter à la sédentarité que nous impose de plus en plus notre façon de vivre. À l'université de Caen, le professeur Daven travaille dans le domaine des rythmes biologiques et cherche à déterminer les conséquences de l'activité physique sur la qualité du sommeil nocturne. Intrinsèquement, l'Homo sapiens est fait pour bouger, pour se dépenser 3 000 à 4 000 calories par jour, c'est pas aberrant. Ce qu'il y avait dans les sociétés encore jusqu'au XXe siècle. Il y avait une dépense énergétique quotidienne qui suffisait pour se maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, on a perdu ça. L'objectif, c'est de regarder si l'activité physique ponctuelle, pendant une journée, a directement et immédiatement des conséquences sur la nuit suivante. Le fait de faire de l'activité physique, c'est sécréter des hormones de l'éveil. Donc il faudra éliminer ces hormones de l'éveil pour ensuite s'endormir et avoir un bon sommeil. Et plus l'activité physique va être intensive, par exemple un squat très violent et très répétitif, où on se dépense beaucoup, plus ça sera difficile de s'endormir après. Il faut vraiment faire retomber la pression, il faut que la température revienne à un niveau normal avant de faire une bonne nuit de sommeil. Donc on en est arrivé à se demander quel type d'activité physique allait modifier le sommeil, et on en a conclu que c'était l'activité physique de type aérobie. Une activité aérobie correspond à un effort d'endurance soutenu. Dans ce cas, le muscle puise de l'oxygène dans les cellules, contrairement à ce qui se passe lors d'un effort violent. Une fois le test physique accompli, le professeur Daven analyse le sommeil du sujet. On regarde si le sommeil est plus intense, et ce qu'on quantifie dans le sommeil, c'est surtout le sommeil lent profond. Donc là, il est encore réveillé, avec une activité musculaire importante. Mais il s'endort assez rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle des spindles, c'est-à-dire une activité qui traduit une volonté de s'endormir. L'activité physique optimale, c'est l'activité physique que l'on fait en fin d'après-midi. Les conséquences sur le sommeil sont idéales. Les sports d'endurance pratiqués en fin d'après-midi recalent l'horloge interne, permettent de s'endormir beaucoup plus facilement une fois la nuit venue et améliorent la qualité du sommeil lent profond. De nos jours, la combinaison abondance de lumière artificielle, mauvaise alimentation et sédentarité est à l'origine de très nombreuses insomnies. D'autres facteurs, notamment le stress et l'anxiété, rentrent en jeu. Un tiers des Français souffrent régulièrement de troubles du sommeil. 6 millions sont insomniaques. Leur vie est généralement rythmée par les somnifères.
C'est la fin de journée. J'ai hâte de rentrer à la maison. Bon, j'ai mon chien à sortir déjà. Et puis je suis fatiguée. Mais c'est pas pour ça que je vais m'endormir naturellement et facilement. L'insomnie, c'est quelque chose de très pesant dans ma vie. Et de se dire que tous les jours, je dois prendre quelque chose, c'est plus qu'une entrave, quoi. C'est un drame. Si je pars quelque part et que j'ai oublié mon comprimé de somnifère, je ne m'endormirai pas. Pour Nathalie, l'appréhension monte quand arrive le soir. Solitude, écran nocturne, son mode de vie entretient ses troubles quotidiens. Un cercle vicieux dont elle voudrait aujourd'hui sortir à tout prix. Je crois que je suis insomniaque depuis que j'ai 20 ans. Alors certainement, ça a dû arriver avant, mais à 20 ans, j'ai commencé à prendre des somnifères. Ça va? T'es content de me voir? Hein? T'étais tout seul, toi aussi? T'étais tout seul. Voilà. On va aller se promener. On va aller se promener. Je sais que pour bien dormir, il faut être dans une chambre complètement dans le noir et aller au lit que quand on a sommeil. Or, moi, je vais, quand je rentre à la maison, je vais effectivement dîner et puis, hop, tout de suite, regarder la télé, je ne vais pas le faire au salon, je vais le faire dans ma chambre. En même temps, je vais prendre mon ordinateur et je vais prendre aussi mon téléphone. Et je pense que ce n'est pas du tout les conditions idéales pour induire le sommeil. Mais je ne sais pas faire autrement parce que c'est des moments que je savoure en même temps. D'après un scénario de Paul Auster, la chronique d'un débit de tabac. Ah, Paul Auster, j'adore. Je suis une fan. Là, ils ont dit Smoke, je vais regarder ce que c'est comme film parce que moi j'aime bien. Je me renseigne tout de suite. Je vois qu'il y a des super acteurs, je vais me régaler. Je sais que je vais me régaler. J'adore me mettre dans mon lit. Je suis dans un royaume en fait. Mais quand je vais éteindre la lumière, c'est là où ça va devenir plutôt cauchemar. Mon rêve, ça serait d'arrêter ces médicaments. 600 millions de personnes souffrent d'insomnie dans le monde. Un Américain sur 5 admet avoir utilisé des somnifères. En Europe, l'Espagne tient le haut du pavé devant la France. 131 millions de boîtes de somnifères sont vendues chaque année chez nous. Problèmes d'endormissement ou réveil nocturne, stress, anxiété, l'insomnie a de multiples causes et de nombreuses facettes. En général, les patients qui viennent nous voir ici à l'Hôtel-Dieu sont des gens qui ont des troubles du sommeil depuis des années. Donc vraiment des troubles sévères et qui se sont développés avec les années et souvent aggravés. L'insomnie, ça répond à des critères très précis, c'est-à-dire qu'il faut avoir des problèmes de sommeil au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, et que ces problèmes soient suffisamment sévères pour impacter la journée qui suit. Alors, racontez-moi un petit peu là, ce qui vous arrive avec le sommeil. Si je ne prends pas quelque chose pour m'endormir, je ne dors pas. Je fais carrément des nuits blanches. D'accord. Et ça serait quoi notre projet là, dans un premier temps là, en ce moment, vous aimeriez plutôt... Écoutez, à terme, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait plus du tout de somnifères. Plus du tout de somnifères, si je pouvais me libérer de ça, ouais, ça serait formidable. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est un enregistrement du sommeil complet pour bien essayer de comprendre ce qui se passe exactement au moment de l'endormissement et au cours du sommeil. D'accord. Et puis après, on pourra s'orienter étape par étape pour essayer de dormir sans ou avec beaucoup moins de somnifères que maintenant. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bon, c'est parti pour la polysomnographie. Ok. Ok, à bientôt alors. Bon examen. Au revoir au laboratoire. C'est par ici, compris. Donc les œufs, c'est pour voir les mouvements des œufs pendant votre sommeil, parce que selon le stade de sommeil, on a les œufs qui bougent de différentes façons. C'est ça qui va enregistrer pendant votre nuit, votre sommeil, et demain matin, on téléchargera tout ce qui a été donné. D'accord. Nathalie rentre chez elle dormir avec tout son équipement. Elle ne doit rien changer à ses habitudes et prendre ses somnifères quotidiens.
S'il y a le moindre problème, vous pouvez nous appeler jusqu'à 18h ce soir. Hein. Si je vois que ça se débranche ou quelque chose. D'accord. On peut vous informer. Très bien. Comment reconnecter. D'accord, merci beaucoup. Une nuit comporte plusieurs cycles de sommeil. Un cycle complet dure environ 90 minutes et se compose de 4 phases. Endormissement, sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal pendant lequel on rêve. Chacun de ces cycles se renouvelle 4 à 7 fois lors d'une nuit normale. On appelle cela le train du sommeil. Alors ce qu'on voit chez vous, c'est que déjà vous avez eu beaucoup de mal à vous endormir, hein, vous avez mis presque 3/4 d'heure à vous endormir, et puis après, tout au long du début de la nuit, vous avez de très nombreux réveils. Alors ça veut dire que c'est pas du tout normal ça. Mais non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait le sommeil ne s'installe pas, qu'il est toujours vulnérable, fragile. Et ici, on sait de cet outil-là, ça s'appelle l'analyse spectrale, ça mesure les ondes cérébrales au cours du sommeil. Là, au niveau de l'éveil, on voit toutes les ondes très très rapides, hein, qui sont presque comme au début de la nuit, les ondes très très rapides qui montrent qu'effectivement le cerveau ne se repose pas complètement, alors qu'au cours du sommeil profond, on voit quand même des ondes beaucoup plus longues, comme ça, beaucoup plus récupératrices, qui malheureusement sont vraiment pas assez nombreuses. Voilà. Donc on est vraiment devant un tracé d'insomniaque tout à fait typique. Donc en fait, c'est juste pour comprendre. Déjà, j'ai du mal à m'endormir et en plus, quand je dors, je suis éveillée. Oui. Quand vous dormez, il y a déjà de l'éveil qui arrive et puis qui devient de plus en plus fort tout au long de la nuit. Ouais. Voilà. Et semble-t-il, les médicaments, là, en tout cas pendant cette nuit-là, n'ont pas été suffisamment efficaces. Un somnifère, comme son nom latin l'indique, c'est quelque chose qui induit le sommeil. Et d'emblée, on voit que c'est une escroquerie intellectuelle, puisqu'il ne s'agit pas de sommeil, il s'agit d'anesthésie légère. Donc ça transforme un petit peu les gens en légumes. Les somnifères les plus utilisés sont de la famille des benzodiazépines. Sédatifs, hypnotiques, amnésiants. Ils anesthésient l'ensemble du cerveau, appauvrissent la mémoire et sont extrêmement addictifs. Ces médicaments sont théoriquement prescrits 4 semaines maximum pour les somnifères et 12 semaines pour les tranquillisants. La réalité est tout autre. Lorsque les benzodiazépines ont été découverts, ça a été formidable. Et moi, quand j'ai fait mes études, on me disait, écoute, les benzodiazépines, c'est autant que tu veux, aussi longtemps que tu veux. Et il a fallu des dizaines d'années pour découvrir leur toxicité chronique, à long terme. Et tout le problème vient de là. C'est qu'ils ne sont pas toxiques immédiatement, mais ils sont toxiques quand on les prend longtemps. Le docteur Toussaint est le directeur de la revue Prescrire, un collectif de rédacteurs indépendants des laboratoires, une vraie référence dans le monde médical. Ce qu'on constate, nous, chez Prescrire, c'est que parmi les fiches info-patients qu'on met à disposition des médecins et des pharmaciens pour les aider dans leur consultation, la fiche mauvais sommeil ou mieux dormir, c'est une des plus demandées depuis des années. Allô ? Oui, c'est Bruno. Bonjour Séverine. Je t'écoute. Donc, par rapport à la ligne éditoriale fiche info-patient, j'ai regardé les thématiques qui avaient été abordées. Il y a 3 thématiques. Choisir une plante pour mieux dormir et réussir l'arrêt d'une benzodiazépine. Ah oui, quand on envisage de prendre un médicament de cette famille, il faut d'emblée programmer l'arrêt, parce que sinon après on est tombé dans le piège. Beaucoup de personnes sont dépendantes des benzodiazépines, c'est-à-dire qu'elles continuent à en prendre, pas tellement pour leur effet, mais surtout pour ne pas en manquer. Alors ça devient évidemment une rente pour les firmes pharmaceutiques. Et finalement, il y a tout un enchaînement de responsabilités. Dans la règle du jeu actuelle, le médicament est autorisé, le laboratoire pharmaceutique a l'autorisation de le promouvoir auprès des médecins, et donc la firme pharmaceutique peut dire « mais moi, j'ai forcé personne à ce qu'on prenne mon médicament ». Mais elle a beaucoup poussé. Bien.
Le médecin, lui, il attend quelque chose qui va lui permettre de façon relativement facile et rapide, parce que c'est pas très compliqué de faire une ordonnance, en tout cas ça ne prend pas beaucoup de temps, il attend une façon d'apporter du soulagement au patient. Et du côté du patient aussi, bien sûr, il y a une part de responsabilité, c'est-à-dire que prendre le médicament, le plus souvent il est remboursé par la sécurité sociale, il ne coûte pas très cher d'ailleurs, donc très bien. Et puis on a la sécurité que c'est le médecin qui l'a prescrit, enfin tout ça est parfaitement licite. Donc d'une façon générale, le médicament c'est une solution souvent bien plus facile à mettre en œuvre qu'une psychothérapie, une prise en charge personnelle, etc. Les troubles du sommeil touchent toutes les générations, même si les problèmes les plus graves concernent les anciens qui consultent le plus. À Lyon, le psychiatre Patrick Lemoine dirige des séances en groupe à l'association France Insomnie. La France reste le deuxième prescripteur européen de somnifères après l'Espagne. Rien de pire que la médecine symptomatique. J'ai mal, un antalgique. Ben non, pourquoi j'ai mal? Je dors pas, un somnifère. Je suis anxieux, un tranquillisant. Non, ça marche pas. Il faut trouver la cause. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit, je marche, je me promène. Pas du tout, moi. Mes insomnies se qualifient uniquement par un réveil nocturne que je n'arrive pas à gérer. Quand j'étais jeune, je dormais comme tout le monde, hein, beaucoup. Et puis j'ai eu un 4e enfant, trisomique, qui vit encore, qui a 53 ans. Alors évidemment, c'est un souci permanent. La cause d'insomnie, c'est toujours une insécurité. Pourquoi cette personne est insécure? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur de s'endormir? Pourquoi elle s'est mise en mode sentinelle depuis des années? Tout ça, on doit l'analyser. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui explique? Une douleur? Je sais quand ça a démarré, mes insomnies. Et alors? On peut en parler, oui. Bien sûr. Oui, j'ai eu une maladie grave. Bon, je ne pensais pas qu'on allait s'étaler sur ce sujet, mais je vais vous le dire. C'est pas une source d'insécurité, une maladie grave? Oui, mais... oui, si. Le plus grand pourvoyeur d'insomnie, c'est la dépression. Et soigner un déprimé à coups de somnifères, c'est aggraver la dépression et ne pas aider l'insomnie. 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Stress et anxiété détruisent les nuits d'un adulte sur 10. Ça fait 40 ans que je suis dépendante des médicaments pour dormir. Pour sortir de l'addiction profonde, il existe des cures de désintoxication aux benzodiazépines. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. J'ai travaillé de nuit à l'hôpital, donc mon sommeil était complètement déréglé. Comme je ne pouvais pas dormir pour m'occuper des enfants, je ne dormais pas la journée. Et donc j'avais perdu un peu ce besoin de sommeil. Avec 2 heures de sommeil, ça me suffisait. Mais quand j'ai arrêté de travailler, que je me suis retrouvée à vivre normalement, j'ai fait un burn-out après le départ de mes enfants. Je me suis retrouvée donc inutile. Je n'avais plus envie du tout de vivre. Je suis tombée en dépression avec une tentative de suicide. Je me suis retrouvée hospitalisée en psychiatrie. Donc vraiment énormément de médicaments, c'est-à-dire antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères très forts et puis régulateurs d'humeur. Donc avec tous ces médicaments-là, j'étais à moitié assommée. Donc on m'a conseillé de faire une cure. En substitut des somnifères, cette cure propose une prescription de mélatonine de synthèse. Cette hormone, sécrétée normalement par le cerveau, fait défaut chez certains insomniaques. J'ai quand même diminué les médicaments de plus de 50% déjà. C'est important. Et là, avec la mélatonine, Luc m'a dit qu'il allait peut-être... je pourrais sortir un peu des somnifères, ce qui m'intéresse beaucoup. Et moi, je ne sais pas si j'arriverai à décrocher complètement. Mais enfin, j'ai quand même 30 ans de traitement de somnifères quand même derrière moi, donc c'est lourd. C'est lourd. Tu te rends compte que ton corps il commence à saturer. Et puis après, tu te dis, t'es pas drogué, mais t'es drogué quand même, quoi. Madame Martinez, oui, je vous installe au bain. Pas de souci, merci. C'est vrai que ça va être un sevrage.
Parce que ce matin, mal de crâne, enfin, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est ça, c'est le manque pour le moment. C'est ça, le problème. C'est ça, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ouais. Mais bon, c'est le but. Le but d'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver à sortir du somnifère, garder mes antidépresseurs soit, mais sortir du somnifère pour arriver à passer à quelque chose de naturel. Heureusement que ce genre de cure existe. Mais cette femme ne serait pas aussi dépendante depuis 40 ans si les effets à long terme des benzodiazépines avaient été connus. Timidement, les médecins prennent aujourd'hui conscience du problème. Clémence Pex-Lavallée, sophrologue experte en gestion du stress et du sommeil, forme un groupe d'étudiants en médecine. Une initiative pilote pour l'instant. Elle leur propose d'abandonner les mauvaises habitudes prises par les générations précédentes. Quand vous avez 60 ans, vous avez dormi combien de temps à peu près dans votre vie? 20 ans. Donc, c'est pas pour rien, hein. C'est pas une perte de temps. C'est juste que c'est fondamental, c'est vital. C'est ce qui permet de vous ressourcer. C'est ce qui va permettre, vous allez voir, de faire fonctionner correctement tout votre organisme. La respiration, le système immunitaire et la digestion. Puis réparer toutes vos cellules. On va voir jusqu'aux neurones, jusqu'au cerveau. Alors, toutes les méthodes douces sont maintenant à recommander en première intention quand vous êtes confronté à un trouble du sommeil. Quand je parle de méthode douce, ça peut être relaxation, sophrologie, ça peut être phytothérapie. Je vais vous proposer de découvrir la sophrologie. Puis quand vous vous sentez prêt, vous pouvez fermer vos yeux. Je vous invite à fermer vos poings. Tranquillement, en inspirant par le nez, montez vos poings fermés au-dessus de la tête. Retenez votre air, contractez tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Et sur le souffle, relâchez. On a souvent l'impression de perdre notre temps en dormant en fait. Surtout quand on fait médecine, on se dit tiens, si je dormais 1 heure de moins, je pourrais réviser 2-3 chapitres de plus. On est amené à penser que moins on dort, plus on va être productif, alors qu'au final, c'est l'inverse. Moi, j'ai eu des problèmes de sommeil qui se sont vraiment déclarés pendant cette première année de médecine, qui était particulièrement stressante. Les médecins ont tendance à être un peu déstabilisés face aux problèmes de sommeil, et le risque, c'est de tomber dans la facilité des somnifères. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait savoir, et surtout tous les médecins devraient savoir que c'est pas une solution, c'est pas une bonne solution de juste traiter le symptôme. C'est pas la seule solution. Au centre du sommeil, à l'Hôtel Dieu, le professeur Léger a prescrit 2 types de soins à Nathalie. Elle commence par une séance de méditation de pleine conscience pour l'aider à sortir de son addiction aux médicaments. L'objectif, c'est de vous permettre de vous mettre plus en accord avec les émotions que vous ressentez, vos pensées et l'expérience que vous vivez dans l'instant pour moins vous battre avec vous-même. D'accord. Je vous propose de vous mettre debout avec moi. Gardez les yeux ouverts juste un instant. D'accord. Levez votre bras comme ça. Voilà. Vous sentez la position de votre bras. Oui. Baissez votre bras. Levez l'autre bras. Voilà, vous sentez votre bras, maintenant baissez-le. Et maintenant essayez de ressentir comme si vous bougiez votre bras, en imagination cette fois. D'accord. Et vous sentez sa posture alors que vous avez les yeux fermés. Est-ce que vous arrivez à ressentir comme ça que vous bougez votre bras alors qu'il ne bouge pas réellement? Un petit peu, oui. Voilà, donc là vous utilisez de l'imagination sensorielle. Vous êtes en train d'imaginer un mouvement de votre corps. Et à votre rythme, vous allez La pleine conscience consiste à focaliser son attention sur l'instant présent de façon calme, lucide et objective, sans se laisser emporter par son flot de pensées. Je vous encourage à continuer à pratiquer et à force d'exercice, d'entraînement, c'est un travail sur soi, on va arriver à accepter nos pensées, nos émotions, ce qui va aider, dans votre cas, à retrouver le sommeil. On propose ensuite à Nathalie une séance de luminothérapie, particulièrement axée sur la lumière bleue. Cette couleur amplifie les bienfaits de la lumière naturelle et permet une meilleure vigilance la journée. Elle régule aussi l'horloge biologique et exercerait un effet antidépresseur.
Donc le principe de la luminothérapie, c'est de resynchroniser votre horloge biologique, vos rythmes de veille-sommeil. Vous pouvez commencer D'accord. à pédaler. J'aurais dû mettre des baskets, hein, je ne savais pas. Voilà, donc c'est la surprise, ce sera pour les prochaines séances. Vous pédalez à votre rythme. D'accord. Voilà, donc c'est pas un marathon ni le Tour de France. Et puis vous pouvez regarder le mur, voilà, regardez la lumière bleue. C'est un traitement alternatif au traitement médicamenteux. Et je vous souhaite une bonne séance du coup. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant la journée, l'exposition à la lumière naturelle, cumulée à de l'exercice physique, améliore la qualité de nos nuits. Nous fabriquons clairement une partie de notre sommeil pendant l'éveil. Je pense qu'il n'y a que 2 endroits en France où il y a des chambres comme ça pour les patients de resynchronisation, à Strasbourg et ici à l'Hôtel Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais pour un certain nombre de patients, c'est très efficace. La Haute Autorité de Santé dit qu'il ne faut pas prescrire de médicaments pour dormir, mais il faut prescrire des psychothérapies cognitives et comportementales, de la sophrologie, des plantes, de la mélatonine, de l'hypnose, sauf qu'ils remboursent les médicaments, mais ils ne remboursent pas tout le reste. Donc on est dans une situation schizophrénique où on dit « fais ça, mais non, tu ne peux pas te le payer, fais pas ça, oui, mais je te le rembourse ». Ce qui est quand même très étrange de la part des pouvoirs publics. La fatigue fréquente, le manque de vigilance ne sont pas seulement les symptômes de l'insomnie. Des pathologies du sommeil d'origine physiologique peuvent aussi affecter notre attention et notre forme dans la journée. C'est le cas de l'apnée du sommeil, un problème de santé majeur, sous-estimé, qui touche la moitié des plus de 40 ans. Rien qu'à l'hôpital de la Charité à Berlin, 8500 patients par an viennent consulter l'équipe du professeur Penzel, spécialiste mondial de cette pathologie. L'apnée du sommeil, d'un point de vue physiopathologique, est une maladie neuronale. Les nerfs situés dans la tête ne maintiennent plus les voies respiratoires supérieures ouvertes. C'est un trouble de la coordination neuronale. Si vous ronflez très fort et que vos voies respiratoires se referment complètement, vous ne pouvez plus respirer du tout. C'est comme retenir sa respiration ou s'étouffer. Ça peut durer quelques minutes pendant qu'on dort, sans qu'on s'en rende compte. Mais alors, le manque d'air devient si important que l'organisme vous dit « réveille-toi, réveille-toi », afin que vous puissiez respirer à nouveau. Ce qui signifie que le corps n'a pas du tout le temps de s'endormir profondément. Le sommeil devient non seulement de très mauvaise qualité, mais le déficit en oxygène causé par cette absence de respiration affecte sévèrement les organes. L'apnée du sommeil est donc à long terme un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour le cerveau, les maladies neurodégénératives et divers autres cas comme les maladies tumorales. Penzel et son équipe ont lancé une étude sur des patients atteints à divers stades par cette pathologie. Tenez-la en place. C'est une ceinture thoracique et abdominale. Elle enregistre chaque fois que votre cage thoracique se gonfle et se vide. Comme d'habitude, nous avons trop de sujets masculins. Ok. Et le niveau de gravité de l'apnée? Nous l'avons précisé. Nous voulions recruter 40 sujets souffrant d'apnée du sommeil modéré, 12 souffrant d'apnée légère et 8 souffrant d'apnée grave. Ah, ok, c'est plutôt bien. Nous savons que l'apnée du sommeil est beaucoup plus fréquente chez les sujets masculins en surpoids ou possédant un menton court. Les hormones féminines, les oestrogènes, protègent contre l'apnée du sommeil. Mais après la ménopause, les femmes souffrent davantage d'apnée du sommeil, puis finissent par être autant touchées que les hommes.
Nous avons ici une vidéo de l'ensemble de la nuit ainsi que les signaux biologiques. Là, on peut voir une brève saturation en oxygène. Il s'est réveillé un instant, mais s'est immédiatement rendormi. Ces mesures nous permettent de décider ce qu'on doit faire pour ce patient. Il existe également des tests de jour tels que l'examen avec le simulateur de conduite. L'apnée provoque un tel état de fatigue que 70% des sujets atteints avouent avoir eu un accident. Et beaucoup somnolent encore trop souvent au volant. Nous avons aussi testé votre capacité de réaction et vous pouvez voir votre temps de réaction. Ici. Une fois, et là une autre fois, environ 3 secondes. Et ici, ce sont des stimuli que vous n'avez pas remarqués, auxquels vous n'avez pas réagi. Ce n'est pas un bon résultat. Nous recommencerons donc le test quand vous aurez commencé le traitement. À l'heure actuelle, le masque, pas toujours facile à porter, reste une des meilleures solutions. Vous avez eu 70 interruptions respiratoires par heure. Nous avons ici plus de détails. Vos voies respiratoires se sont fermées complètement à 268 reprises. Oui. Cette ligne en bas représente le sommeil profond. Et on voit que vous n'avez eu aucune phase de sommeil profond de toute la nuit. Passons alors au résultat de la nuit durant laquelle vous avez dormi avec un masque. Quel masque aviez-vous? Le masque avec les bouchons de nez ou le masque intégral? Le masque intégral. D'accord. On peut voir ici très clairement que vous n'avez plus que 2 interruptions respiratoires et demie par heure. C'est une différence... Oui, une différence significative. Oui, vraiment significative. Cela veut dire que le port du masque a fait disparaître votre apnée du sommeil. L'apnée du sommeil se guérit. Encore faut-il savoir qu'on est malade. Trop de gens l'ignorent. 80% ne sont pas diagnostiqués. Cette apnée survient pendant le sommeil. Qui peut remarquer ce qui se passe quand on dort? Les personnes qui vivent seules n'ont personne d'autre pour leur dire « Écoute, tu ronfles très fort et tu t'arrêtes de respirer ». C'est souvent le conjoint qui s'en charge et pousse le partenaire à consulter un médecin. L'apnée du sommeil est un énorme problème de santé publique qui est largement négligé. Il est urgent que les politiciens, les médecins et les patients réagissent. Ce problème doit devenir un sujet d'ordre public. Les dommages causés aux patients, mais aussi à l'ensemble de notre système de santé, sont énormes. Apnée du sommeil, insomnie, désynchronisation de nos rythmes biologiques en raison du mode de vie moderne. Quelles que soient les causes, le manque de sommeil affecte notre santé. Derrière la fatigue et la somnolence évidente, bien d'autres mécanismes invisibles sont à l'œuvre dans notre cerveau. Le professeur Chiara Cirelli a découvert un phénomène particulièrement insidieux. Les mauvaises nuits répétées empêchent la réparation de l'ADN au cœur des cellules. Nous avons découvert, dans plusieurs cellules et neurones, chez les mouches comme chez les souris, des cassures dans la double hélice d'ADN. Ce type de lésion de l'ADN peut être très dangereux, car si ce n'est pas réparé, ça peut entraîner la mort des cellules. Le processus de réparation des cellules est plus rapide et plus efficace lorsque nous dormons. Aujourd'hui, elle poursuit ses recherches en ciblant les déchets toxiques qui prolifèrent dans les cellules du cerveau de mouches privées de sommeil. Ces choses noires s'appellent des lysosomes. C'est ici que les déchets produits par les cellules sont digérés. Et s'il n'est pas possible de dégrader ces matières, celles-ci s'accumulent dans les neurones et y restent pour toujours. En vieillissant, ce type de déchets s'accumule naturellement.
Chiara Cirelli a constaté des quantités anormales de ces déchets sur des individus très jeunes en manque de sommeil. C'était une première indication que le manque de sommeil exerce une forme de stress sur les cellules. Ce stress neuronal empêche aussi le bon déroulement d'une fonction biologique majeure du sommeil, la gestion de notre mémoire la nuit et le tri de nos apprentissages. Là, il s'agit du neurone A, et là, du neurone B. Et lorsqu'ils sont en contact, on appelle cela une synapse. C'est ce contact qui permet aux cellules du cerveau de communiquer entre elles. En situation d'éveil, un individu est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Ces connexions se renforcent, ce qui est positif. Le problème, c'est que le cerveau est plutôt plein. Il ne peut pas grandir à l'infini. Il n'y a tout simplement pas la place dans un cerveau adulte. Nous avons besoin d'un processus qui réinitialise la force synaptique. Et le sommeil est le moment idéal pour cela. Car l'individu n'est pas connecté à son environnement. Il n'est pas esclave du moment présent. Tu peux me montrer ce que ça donne en 3D ? On voit que ces synapses ont grandi après la période d'éveil et rétréci après le sommeil. Nous pensons non seulement que les neurones communiquent entre eux de cette manière, mais que c'est aussi comme cela que nous conservons l'ensemble de nos connaissances, tous nos souvenirs. Donc, quand cette réinitialisation se produit, elle doit se faire de façon sélective et intelligente, afin de consolider les souvenirs après le sommeil. Mais elle permet également d'oublier tout ce qui est sans importance. Dormir permet donc au cerveau, la nuit, de faire le tri des connaissances que nous mémorisons pour engranger, le jour, de nouvelles informations. De fait, la mémoire est particulièrement sensible au manque de sommeil. Mal dormir pourrait être un facteur de risque à l'origine de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'a découvert le professeur Maiken Nedergaard. Comme sa collègue Chiara Cirelli, tout a commencé par une histoire de déchets. Le cerveau est soumis à un tel stress lors de l'éveil qu'il ne peut pas faire son propre ménage. Nous pensons qu'il s'agit du fondement biologique du sommeil. Le rôle du sommeil est de nettoyer le cerveau et d'éliminer tous les déchets qui s'accumulent pendant l'éveil. Personne n'avait vraiment regardé à l'intérieur du cerveau pour comprendre comment celui-ci se débarrasse de ces déchets. Donc, on s'est demandé si les cellules gliales seraient impliquées dans ce phénomène. Les cellules gliales sont en quelque sorte les nourrices de nos neurones. Elles leur apportent oxygène et nutriments. Jusqu'à la découverte de Maiken Nedergaard, on ignorait tout d'une autre fonction majeure de ces cellules. Dans le cerveau, les artères sont entourées d'un espace où circule le liquide céphalorachidien. Lorsqu'on entre en sommeil lent profond, les cellules gliales ouvrent des canaux qui libèrent ce liquide. Il s'infiltre entre les neurones et emporte avec lui les déchets produits durant l'éveil. Ces cellules sont donc la clé du nettoyage de notre cerveau. Une fois que ces déchets sont acheminés hors du cerveau, ils se retrouvent dans la circulation sanguine et sont traités par le foie, qu'on peut considérer comme notre véritable usine de recyclage. Doug Kelly, un ingénieur en mécanique des fluides, a modélisé pour la première fois ce système de nettoyage en action dans le cerveau d'un mammifère endormi. Voici l'artère cérébrale moyenne qui irrigue la surface du cerveau d'une souris vivante. Le sang circule dans cette artère, mais ce qui nous intéresse, c'est le liquide céphalorachidien qui s'écoule tout autour. Voilà ce qui se passe vraiment quand on dort. Nous avons tous ces millilitres de fluide qui s'écoulent dans notre cerveau pour le nettoyer.
Ce flux est beaucoup plus important lors du sommeil lent profond. Dans des phases de sommeil plus légers ou durant l'éveil, cela ne fonctionne pas. Plus le sommeil est long et profond, plus le cerveau se nettoie. Maiken Nedergaard a découvert que les déchets évacués par ce fluide sont les bêta-amyloïdes, dont l'accumulation est directement associée au développement de la maladie d'Alzheimer. Ce fléau, en constante augmentation, touche déjà 35 millions de personnes dans le monde. En vieillissant, on dort de moins en moins bien et on commence à accumuler certains de ces déchets. Ceux-ci sont considérés par le système immunitaire comme un corps étranger, car ils ne sont pas censés être là. Le cerveau déclenche une réponse immunitaire pour les éliminer. À long terme, cette réponse immunitaire est susceptible d'endommager les cellules nerveuses. Le manque de sommeil augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Le secteur médical a déboursé des milliards de dollars pour tenter d'enrayer la production d'amyloïdes bêta, car ils espéraient ainsi guérir la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas marché du tout. Pour la simple raison que ce n'est pas un problème de production, mais un problème d'évacuation. La découverte de Maiken Nedergaard a vraiment contribué à comprendre pourquoi la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives touchent davantage les personnes qui souffrent d'un manque de sommeil chronique, d'apnée obstructive ou d'autres troubles du sommeil. Ces découvertes pourraient aboutir à de nouveaux traitements bien plus efficaces. La course aux nouvelles molécules passe aussi par la compréhension d'autres mécanismes. L'un d'eux concerne la narcolepsie, cette maladie qui provoque l'endormissement à tout moment de la journée. Or, découvrir comment endormir quelqu'un d'un claquement de doigts est un véritable Graal pour les chercheurs. Au centre du sommeil, à Stanford, le professeur Emmanuel Mignot, un Français installé là depuis 30 ans, travaille sur cette maladie qui touche aussi les chiens. Watson, allez hop. Alors Watson est un chien narcoleptique. Et donc, comme chien narcoleptique, eh bien, quand il est content et qu'il est vraiment excité, eh bien, soudain, il devient paralysé, comme quand on est en sommeil paradoxal. Et là, un symptôme qui est très classique, c'est quand ils sont excités par quelque chose, par exemple la nourriture. Tous les gens qui ont des chiens, ils savent, c'est ça qui les rend vraiment contents. Attention, hop. Ah ça y est, on voit, hop, vous voyez, hop. Vous avez vu, là, il a commencé à devenir un peu paralysé des pattes de derrière. C'est tout, Watson? J'ai l'impression que le poulet, ça n'a pas l'air de marcher. Hein. C'est bon, hein? Oh, on va lui donner autre chose. Arme atomique, on va essayer le sucré. Ah, ça y est, oui. Oui, il ne peut pas le prendre. Il est parti. Mais en fait, il est partiellement paralysé, vous voyez? Il ne peut plus bouger. Il ne peut pas réussir à prendre le morceau. Hop, vous voyez? Il est complètement flaccide. Ça s'appelle la cataplexie. Alors, il a mais absolument pas du tout de tonus musculaire, vous voyez? Complètement. Et non, ça c'est rare, hein. Enfin c'est rare, mais... Et vous voyez qu'il est réveillé. Hop, il repart. Oh oui, il pensait bien, il n'avait pas oublié son morceau. Pas fou l'animal. Allez, on range. Mais oui, c'est triste. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est toujours comme ça. Hein. C'est vraiment, ça c'est le truc qui marche pas, mais t'en fais pas, c'est pareil pour les hommes. Je me suis dit, bon,
Eh bien, ces chiens, il faut absolument qu'on trouve la cause de leurs problèmes. Parce que chez l'homme, on n'arrivait pas à trouver la cause de la narcolepsie. Alors, trouver la cause d'une maladie humaine, c'est pas tous les jours. Ce qu'a découvert le professeur Mignot n'est autre que le mécanisme qui permet d'allumer ou d'éteindre le cerveau. Il a pu identifier qu'une hormone, baptisée hypocrétine, joue le rôle de bouton ON, qui déclenche le réveil. En apprenant à la désactiver, donc en la mettant sur OFF, l'hypocrétine rendue muette permet au contraire l'endormissement. Et maintenant, il y a des médicaments qui peuvent bloquer le récepteur de l'hypocrétine. Donc ça vous rend somnolent, ça vous fait dormir, vous êtes narcoleptique pour une nuit. Donc il y en a un qui est déjà développé aux États-Unis, qui s'appelle le Suvorexant. Sleep. Remember when it welcomed you like a friend? Then it became more elusive. But why? Le problème, c'est que, comme toutes les premières générations de médicaments, celui-là, il dure un peu trop longtemps. Donc quand on le prend, on est un peu somnolent le matin. Donc ça ne marche pas très très bien. Mais c'est parce que c'est la première génération de médicaments. Il y en a plein d'autres qui maintenant arrivent, que d'autres compagnies sont en train de développer, qui vont durer moins longtemps et qui vont être plus actifs et qui vont probablement être des médicaments très utiles pour l'insomnie. Sleep. La course aux médicaments de nouvelle génération est donc lancée. Mais en parallèle, d'autres approches beaucoup plus douces permettent d'accéder au cerveau et de faciliter le sommeil. Les laboratoires Fisher-Wallace ont développé cet appareil, un casque d'électrostimulation transcrânienne. L'insomnie est notre principal marché, car elle englobe aussi bien l'anxiété que la dépression. Le principe de l'appareil est le suivant. Il diffuse des impulsions électriques dans le cerveau. Il stimule l'activité des neurotransmetteurs, puis s'ensuit une période de repos. L'appareil permet de réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. La dopamine, la sérotonine et la bêta-endorphine sont les principaux neurotransmetteurs qu'il stimule. L'augmentation du taux de ces neurotransmetteurs clés est d'environ 200% durant une séance de 20 minutes, ce qui n'est pas anodin, et bien plus important qu'avec des médicaments. Cette jeune femme de 37 ans a souffert de graves troubles du sommeil, qu'elle a surmontés en utilisant ce casque approuvé par les autorités sanitaires américaines. J'ai souffert de dépression toute mon enfance. Toute ma vie, j'ai combattu l'anxiété et les insomnies. En 2011, j'ai traversé une série d'événements qui, j'en suis consciente aujourd'hui, sont des symptômes de stress post-traumatique. Cette pathologie a surgi de façon particulièrement violente. J'ai connu des épisodes de terreur nocturne. La nuit, mon corps tremblait d'anxiété, ça me réveillait. J'avais des flashbacks, mais aussi des douleurs dans tout le corps. Des douleurs d'une très grande intensité, des migraines. Qu'est-ce que tu fais, ma fofolle? À cette époque, le sommeil ne faisait pas partie de mon existence. Une session de 20 minutes tous les 3 ou 4 jours a littéralement changé sa vie. Et voilà, ça arrive. Des petites décharges électriques. Je ressens les pulsations, très légères. Ça picote un peu. Si je le mets au maximum, si je ferme les yeux, je peux visualiser les pulsations. J'ai tout de suite ressenti une grande vague de soulagement avec cet appareil. C'est comme si quelqu'un avait épousseté toutes les douleurs que je ressentais dans mon corps.
Je n'affronte plus la nuit avec la peur de ne pas dormir. C'est fini. Envolé. On trouve aujourd'hui beaucoup d'appareils et gadgets en tout genre. Et bon nombre de start-up fleurissent sur un marché mondial de près de 60 milliards de dollars. Celle-ci, basée à Paris, a réinventé le concept de cohérence cardiaque, inspiré de la méditation et du yoga. En fait, ces méthodes, elles avaient tout un point commun, c'était la respiration lente et la concentration sur un point extérieur. Donc on s'est dit, on va prendre le meilleur de ces méthodes et on va les mettre dans un petit produit simple pour les rendre accessibles à tout le monde. Elle, c'est Léa. 2 minutes pour s'endormir. Vous, ça fait 2 heures que vous essayez. Heureusement, on vous a donné de bons conseils. Comme d'arrêter de penser. J'arrête de penser, merde, j'ai pensé. Ou bien de vous relaxer. En soi, ce ne sont pas mauvais conseils. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était de faire un objet extrêmement simple. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de high-tech, de produits connectés, etc. Nous, ce qu'on voulait, c'était un produit justement déconnecté. Pour s'endormir, il faut être déconnecté. Donc on l'allume d'un simple efforement du doigt. Il y a une lumière qui va se projeter au plafond. Et donc il va falloir synchroniser sa respiration sur la lumière. Quand le halo s'agrandit, on va inspirer. Quand le halo se rétracte, on va expirer. Et en fait, il faut suivre la lumière le plus longtemps possible. L'exercice dure 8 minutes. En ralentissant sa respiration, ce petit objet aide à lâcher prise. Il est aujourd'hui recommandé par de nombreux médecins. Concrètement, on n'a rien inventé. La cohérence cardiaque, on en s'en parlait depuis des années. D'ailleurs, même les skippers utilisent la cohérence cardiaque. Quand on fait la route du Rhum, on ne peut pas s'endormir 12 heures d'affilée. Il faut faire des micro-siestes. Donc pour ça, il faut apprendre à s'endormir vite. Les micro-siestes, c'est justement une autre approche fondamentale pour mieux dormir. Au laboratoire du sommeil et des sciences cognitives de l'Université de Los Angeles, on étudie ce moyen vieux comme le monde. Sarah Mednick est professeure de psychologie. Elle recourt à des études issues des neurosciences pour démontrer le rôle central de la sieste dans la gestion du sommeil. L'objet de nos recherches ici, à l'Université de Californie, Irvine, est de comprendre quels sont les mécanismes basiques du sommeil qui contribuent aux fonctions cognitives. Cela inclut la régulation des émotions, la mémoire, la créativité, la vivacité. Nous observons l'activité cérébrale à l'aide d'un électroencéphalogramme pour identifier les caractéristiques spécifiques qui apparaissent durant certaines périodes de sommeil, que ce soit lors d'une sieste ou pendant la nuit. Et nous cherchons ensuite à comprendre en quoi ces caractéristiques sont liées aux améliorations de la performance que nous observons avant et après le sommeil. Mop, pumpkin, hanger, dog, mouse. Ok, on vous laisse dormir. C'est l'heure de la sieste. Une sieste peut s'étendre de 5 minutes à 3 heures. Le meilleur moment pour une sieste, c'est environ 6 heures après le réveil. Plus tôt, la sieste comprendra une part importante de sommeil paradoxal. Plus tard, la sieste sera principalement faite de sommeil lent profond. Ce sont 2 cycles de sommeil très importants et ils contribuent tous deux à différentes améliorations en matière de performance, donc ça dépend vraiment de la façon dont vous souhaitez adapter votre sieste pour répondre aux objectifs de sommeil que vous vous êtes fixés.
Si vous souhaitez faciliter l'apprentissage de votre leçon d'histoire, il est sans doute préférable de privilégier le sommeil lent profond. Vous n'avez pas vraiment besoin de sommeil paradoxal. En revanche, si vous devez être créatif et avoir des idées, vous aurez besoin de sommeil paradoxal. Si vous voulez juste un petit stimulant pour restaurer votre énergie, vous pouvez vous contenter d'une courte sieste de 30 minutes à n'importe quel moment de la journée. Sarah Mednick a tiré de ses études un best-seller traduit dans de nombreuses langues qui fait l'apologie de la sieste. De nombreuses entreprises m'ont contacté pour évaluer si la sieste pouvait aider à améliorer la productivité de leurs salariés. Beaucoup de gens pensent que la sieste est une activité de fainéant. Mon livre a eu un impact positif à ce sujet et a changé la vision des gens. En Californie, on a bien compris l'intérêt du bien-être au travail, comme dans ces entreprises high-tech de la Silicon Valley. Nous sommes tout près des locaux d'Apple, Google, eBay. Toutes ces entreprises sont implantées dans la région. La compétition pour recruter de nouveaux talents est féroce et les garder est un véritable challenge. Avoir la flexibilité durant une journée de travail de pouvoir faire un break et se reposer, c'est quelque chose de très important pour les salariés. Et c'est un véritable plus dans leur journée. La productivité est cette valeur quasi magique que tout le monde cherche à mesurer. Le but étant que les gens soient heureux dans leur travail et qu'ils soient bien entendu plus productifs. Chacun de nos 35 bâtiments est équipé d'une zone de jeu, de créativité ou de repos. Il y a des fauteuils massants, les gens peuvent faire une sieste et se relaxer dans le cadre de leur journée de travail. Je travaille chez Cisco depuis 13 ans, presque 14. C'est un environnement de travail merveilleux. J'utilise la cabine à sieste pour me relaxer et me recentrer pendant ma journée de travail. Je suis dans la communication, c'est un boulot très prenant et effréné. En faisant une pause de 15 à 20 minutes, les cabines à sieste m'aident à me calmer et je suis plus productif l'après-midi. C'est quelque chose qui est totalement accepté au bureau. À la maison, j'ai 3 enfants, alors ma femme n'approuve pas autant. Personne ne me surveille si je prends une pause de 30 minutes dans la salle de massage, ou si je vais jouer au billard pendant une demi-heure, ou quoi que ce soit d'autre. Nous évoluons vraiment dans un environnement de confiance. Aujourd'hui, il est possible de travailler d'où on veut. L'époque de la pointeuse et du flicage du salarié est totalement révolue. Éduquer les plus jeunes est clairement l'enjeu pour demain. L'expérience menée dans cette école offre à ces enfants l'occasion de comprendre l'importance vitale de leur sommeil. Alors, vous sortez votre agenda du sommeil et on va le compléter. Donc, vous écrivez l'heure à laquelle vous vous êtes couché, l'heure à laquelle vous vous êtes levé, et puis vous écrivez si vous avez bien dormi, comment vous étiez quand vous vous êtes réveillé, si vous avez fait des cauchemars, si vous vous êtes réveillé dans la nuit. Bonjour les enfants. Cette semaine, je vais vous expliquer à quoi ça sert de dormir. Oh,
Eh oui, le sommeil ne sert pas qu'à se reposer. La nuit, le corps travaille, se répare, grandit. Le cerveau s'organise et se prépare à la journée du lendemain. Si tu t'empêches de dormir, tu empêches le corps de faire ses petites affaires pour se maintenir en bonne santé. À quoi ça sert le sommeil? Lisa? Le cerveau, il trie les souvenirs de la journée. Le cerveau, il trie les souvenirs de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La nuit, il trie les souvenirs les plus importants. Alors, les leçons, ça, c'est important ou c'est pas important? C'est important. C'est important. Donc, le cerveau, ce qui est important, il va le mettre en mémoire. On va sortir en récréation? Je crois pas. Ce programme, on l'a testé dans 5 classes de CE2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les enfants de 8 ans dorment en moyenne entre, on va dire, 8h30, 8h45. Et tu l'as bien dit ce matin, les recommandations pour cet âge-là, c'est de 9 à 12 heures. Donc ils sont largement en dessous. Et donc on a réalisé ces mêmes mesures avant-après, Méméton Pige, donc le programme d'éducation au sommeil, et on se rend compte qu'il y a un gain de 31 minutes. C'est-à-dire que le fait qu'ils comprennent à quoi ça sert, qu'ils soient responsabilisés vis-à-vis de leur rythme veille-sommeil, ça leur permet d'augmenter leur temps. Et 30 minutes, c'est énorme parce que ça leur permet d'avoir plus de 9 heures de sommeil. Finalement, le sommeil est rentré dans les maisons, mais par le biais des enfants et pas uniquement par le biais des parents qui sont toujours là pour rappeler les règles, aller se coucher tôt, etc. Couche tôt ou couche tard? Réponds aux questions pour savoir quel dormeur tu es. Tu ne dois choisir qu'une seule réponse. Essaie de t'imaginer à l'époque des hommes de Cro-Magnon sans télévision, sans tablette, sans ordinateur, sans école et sans réveil. Tu te lèverais à plus tôt que ce matin, pareil que ce matin ou plus tard que ce matin. Pareil que ce matin. Alors, tac, tac. C'est vrai qu'au sein de la famille, c'est quelque chose dont Lino parle souvent en fait. Et puis il aime bien mettre ça en application à la maison, c'est un petit côté ludique en fait. Et la dernière question, est-ce qu'il t'arrive de faire la sieste? Oui, souvent. Non, jamais. Ouais. Tu veux qu'on fasse un jeu? Ouais, je veux bien. Oh, le jeu de cette famille? Ouais, si tu veux. Je lis souvent des BD comme ça fait vraiment du bien pour s'endormir. Et j'essaie de pas trop me coucher tard, sinon après on rate le train du sommeil, comme il le dit dans l'histoire. Allez, bonne nuit mon Lino. Bonne nuit. C'est notre défi à tous. Retrouver une véritable hygiène de vie, dormir et manger à heure fixe, faire de l'activité physique et bien entendu, s'éloigner autant que possible des écrans et sources lumineuses néfastes. En respectant notre sommeil et nos rythmes, renforçons notre mémoire. Adieu fatigue et stress. Alors dormez bien, faites de beaux rêves.